Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée pour la mécanique. Aujourd'hui, nous allons parler des intégrales. En effet, comme nous avons observé dans les objectifs de ces cours, nous devons reconstruire l'analyse à partir des notions de travail et puissance pour fonder la mécanique sur la notion de variation d'énergie. Or, le travail et la puissance sont souvent définis par des intégrales. C'est ainsi que nous allons nous poser une question simple. Qu'est-ce qu'une intégrale? La notion d'intégrale est liée directement à la notion d'infini et plus précisément des sommes infinies. Cette notion et les préoccupations sur les calculs des quantités relevant des sommes infinies est une longue histoire. Zénon d'Élée s'intéressait déjà au problème de la somme infinie. Il faisait observer que le bruit d'un grain de millet n'est pas nul, il est non négligeable, et la somme du bruit des grains de millet produit un résultat. Il se posait alors la question, que se passe-t-il si leur nombre est infini? Il n'avait pas de réponse à cette date. Un autre philosophe, Antiphon, s'intéresse au calcul de la surface d'un cercle et propose une méthode consistant à inscrire un polygone dans le cercle et approcher l'aire du cercle par l'aire du polygone. En faisant les côtés du polygone chaque fois plus petits, on aurait quelque chose qui approche de plus en plus de l'aire du cercle. Antiphon énonce un postulat, qui est celui selon lequel, à la limite, nous aurions une différence nulle. Il s'agit du premier pas vers la notion du calcul linéaire à l'aide d'une limite. Nous allons ensuite retrouver Eudoxe d'Équinide, qui applique les principes d'Archimède, les principes d'exhaustion. Pour calculer une aire ou un volume, il suffit de faire de la somme des volumes élémentaires qui sont retirés du volume à calculer. En faisant l'addition de tous les volumes retirés, nous aurons les volumes de la pièce originale. Archimède lui-même formule les premiers l'idée selon laquelle une surface est une somme infinie de segments. Il formule son principe d'évolution, dans lequel on peut calculer des aires et des volumes par sommation des parties retirées. La notion d'intégrale n'existe pas encore à cette date. La méthode d'Archimède se développe et permet les calculs des surfaces de plus en plus complexes, telles celles d'une parabole, et notamment en développant des Al-Sabit montre qu'il est possible d'utiliser des segments inégaux pour les calculs. Bonaventura Cavalieri introduit les carrés et les cubes des segments, et ce qui lui permet de calculer des volumes. Il introduit la notion d'indivisible. Cavalieri introduit aussi son principe bien connu, selon lequel deux figures ont les mêmes proportions que toutes leurs lignes déterminées selon n'importe quelle direction.
Il est intéressant de noter que Cavalieri s'était rendu compte qu'il y avait une difficulté dans les passages à la limite. Par exemple, si nous prenons la ligne IL ci-jointe et nous la faisons tendre vers le sommet, nous voyons que la longueur des segments tend vers 0. Cavalieri s'est posé la question, que se passait-il à la limite? La notion de limite n'était pas connue à cette époque-là. La notion de somme infinie et d'intégration commence à être beaucoup plus utilisée à la Renaissance avec les travaux de Galilée. Notamment, Galilée s'intéresse au calcul des vitesses moyennes. Pour cela, il utilise une méthode d'intégration. Cependant, comme la notion de limite n'était pas encore connue, des difficultés subsistent, notamment dans les dialogues. Galilée énonce un paradoxe. Galilée construit un bol en forme de demi-sphère et un cône de manière telle que les cônes et la demi-sphère ont les mêmes volumes. Cependant, il s'interroge sur ce qui se passe lorsqu'on fait la surface de la base du cône, les demi-cercles, remonter et tendre vers le haut. On observe dans ces cas que les disques qui forment la base du cône va tendre vers les disques qui forment la demi-surface de la sphère, alors que la base du cône tendra vers un point. Du point de vue de Galilée, cela lui pose une contradiction, puisque d'un côté, nous avons des éléments qui ont toujours les mêmes volumes, alors que d'un côté, il y a un qui tend vers un point et l'autre qui tend vers une surface. La notion de limite, à cette époque-là, n'était pas encore connue. Un grand progrès arrive avec Evangelista Torricelli, qui a l'idée d'attribuer une épaisseur aux indivisibles. Ainsi, il dirait, par exemple, qu'un segment dans les calculs du nerf aurait une surface. Torricelli donne l'exemple joint ABCD et EDCF sont des surfaces. En faisant varier ces surfaces et tendre les lignes horizontales vers 0, on obtiendra ADE. Cependant, il faudra garder la relation des surfaces qui existent entre les éléments. À nouveau, Torricelli ne disposait pas de la notion de limite pour pouvoir formuler correctement ses idées. Les idées de Cavalieri et Torricelli ont été compilées, développées, systématisées par Gilles de Roberval, qui a écrit les traités des indivisibles. Le pas du géant suivant est donné par Blaise Pascal, qui commence à s'intéresser aux sommes infinies d'indivisibles et s'approche de la notion d'intégrale double et triple. Blaise Pascal est un auteur prolifique. Nous comptons un grand nombre de travaux dans lesquels il développe ses idées. La première idée, développée par Pascal, est l'idée des sommes triangulaires, dans lesquelles il attribue des poids à des points et peu à peu réduit l'ensemble des points jusqu'à arriver à un seul point qui concentre l'ensemble des poids attribués.
Pascal développe ensuite l'idée des sommes pyramidales, c'est-à-dire des sommes triangulaires qui sont elles-mêmes sommées avec des coefficients pour aboutir à nouveau à un seul point. La somme triangulaire va nous donner une intégrale et la somme pyramidale va nous donner une intégrale double. Il est intéressant de noter que Pascal aboutit à un certain nombre de résultats qui aujourd'hui sont connus dans la théorie de l'intégration. Par exemple, il arrive à démontrer que l'intégrale du sinus alpha de alpha est une différence des cosinus. Pascal développe sa méthode et arrive à faire des sommes des carrés des sinus, des sommes des cubes des sinus et beaucoup d'autres calculs qui s'avèrent complexes à l'époque. On retrouve dans les travaux de Pascal un certain nombre de formules qui aujourd'hui, pour nous, sont connues. Par exemple, Pascal arrive à calculer une intégrale double dans un quart de cercle. Il arrive à établir une formule d'intégration par partie. Cependant, la notion d'intégrale telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est pas formulée par Pascal. Il faut attendre l'arrivée de Newton et Leibniz, lesquels s'intéressent à la notion des primitives. Il faut noter que les travaux de Leibniz sont repris par Bernoulli, qui les reformule de façon systématique. De manière totalement indépendante, Isaac Newton, auteur des principes mathématiques de la philosophie naturelle, publie en 1779 la méthode des fluxions et des suites infinies. Pour Newton, une fluxion est une différentielle, une fluente est une primitive. Nous retrouvons dans les travaux de Newton les théorèmes fondamentaux de l'analyse selon laquelle l'intégrale d'une fonction est une différence de valeur de ses primitives. À partir des travaux de Newton, Leibniz et Bernoulli, les difficultés commencent à s'accumuler. La première est mise en évidence par Fourier, qui dans son livre La théorie analytique de la chaleur formule la notion des séries de Fourier. Il est intéressant de noter que Fourier ne se pose pas de questions. Simplement, il a l'idée de développer une fonction dans une série trigonométrique et puis se pose la question sur les calculs des coefficients. Cette démarche, très utile sur le plan pratique, pose des problèmes mathématiques très fondamentaux. La démarche de Fourier pose de nombreux problèmes mathématiques, les premiers étant la définition d'intégrale elle-même. Cauchy s'intéresse à cette difficulté et propose une définition pour l'intégrale définie. C'est Cauchy qui s'intéresse déjà à la notation et au calcul pratique de l'intégrale. Le choix de la notation revient à Cauchy à partir de la notation imaginée par Fourier. La démarche de Fourier avait laissé en ouvert deux questions fondamentales. La première, la définition précise d'intégrale. La deuxième, la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de représenter n'importe quelle fonction
par une série trigonométrique ou y a-t-il des fonctions qui ne peuvent pas être représentées? Le travail de Riemann a pour origine l'étude de la possibilité de représenter une fonction par une série trigonométrique. Les travaux de Riemann éclaircissent de nombreux points laissés ouverts par les travaux de Fourier. Notamment, Riemann apporte une définition plus précise de l'intégrale de Riemann. Il établit aussi la convergence vers la moyenne des limites latérales dans un point de discontinuité. Ainsi, la série de Fourier dans un point de discontinuité ne converge pas les valeurs latérales, mais vers leur moyenne. Cependant, les travaux de Riemann ouvrent d'autres questions. Première question, quelle est la mesure des points de discontinuité? Et quel sens peut-on donner à la convergence d'une suite de fonctions? Il faut se rappeler que la notion de série de fonctions à l'époque était encore inconnue. Il s'agit d'une méthode particulièrement féconde en débat, contradiction, paradoxe. Par exemple, Weierstrass démontre que les raisonnements faits sur des figures conduisent à des résultats erronés et qu'il faut passer par des méthodes plus formelles. Dedekind se pose la question de l'existence des nombres réels. On aboutit à la création des monstres, c'est-à-dire des situations de type pathologique où aucun des éléments de la théorie et aucune des méthodes établies ne fonctionne. Et commence à avoir alors besoin de séparer les bons grains des livrets, de fixer un cadre dans lequel nous sommes sûrs que les méthodes fonctionnent, l'existence d'une série de Fourier, la possibilité de calculer l'équation, la convergence vers la valeur de la fonction et d'éloigner les éléments pour lesquels cela n'est pas possible. À ce moment-là, Cantor propose la théorie naïve des ensembles. La théorie de Cantor n'est pas encore axiomatique. Cependant, elle fait déjà apparaître un certain nombre de difficultés et de paradoxes, comme nous l'avons évoqué dans les cours sur l'axiome de choix. Pour essayer de résoudre les contradictions soulevées par les travaux de Cantor et par ses collègues de l'époque, Jordan introduit une nouvelle idée, l'idée de mesure et d'ensemble mesurable. Trois mathématiciens sont à l'origine de la théorie moderne de l'intégration. Il s'agit de Borel, Baire et Lebesgue. Les travaux des trois mathématiciens cités aboutissent à la théorie de la mesure, laquelle entraîne une nouvelle définition d'intégrale, différente de celle de Riemann. La plupart de ces résultats est synthétisé dans les cours de Lebesgue. Dans son cours, Lebesgue commence par la notion d'intégrale avant Riemann, introduit la notion de fonction, puis établit un certain nombre de résultats qui sont bien connus de nos jours. Lebesgue pose alors un problème que l'intégrale de Riemann ne peut pas résoudre, celui d'intégrer une fonction qui ne prend que les valeurs 0 ou 1. Pour résoudre cette difficulté, Lebesgue fait appel
à la notion de mesure établie par Borel et développée par Baire. Pour comprendre les idées de Lebesgue, commençons par rappeler la définition donnée par Riemann. Riemann base sa définition d'intégrale sur la notion de partition. Étant donné un intervalle AB, on les découpe en segments à l'aide des nombres croissants x0, x1 jusqu'à xn. La partition permet à Riemann de définir une somme dite somme de Riemann, qui est formée par l'addition des surfaces des rectangles construits à l'aide de la partition. Riemann introduit alors deux sommes particulières. La première est la somme inférieure dans laquelle les rectangles sont pris en utilisant la plus petite valeur de la fonction sous chacun des intervalles. Puis la somme supérieure où les rectangles sont formés en utilisant la plus grande valeur d'IF sous chacun des intervalles. Riemann démontre que n'importe quelle somme de Riemann est toujours comprise entre la somme inférieure et la somme supérieure, puis que la somme inférieure augmente quand le nombre de points augmente, alors que la somme supérieure diminue quand le nombre de points augmente. Nous avons ainsi un sandwich où la partie supérieure diminue et la partie inférieure augmente. La croissance de ces deux sommes permet à Riemann d'établir l'existence d'une limite, la limite des sommes inférieures et la limite des sommes supérieures. La limite des sommes inférieures donne l'intégrale inférieure et la limite des sommes supérieures donne l'intégrale supérieure. Si les deux limites coïncident, on dit qu'il s'agit de l'intégrale d'f sur l'intervalle AB. Les progrès réalisés par Riemann étaient très significatifs, car ils fournissaient un cadre précis à la notion d'intégrale. Cependant, il subsistait quelques difficultés. Par exemple, une fonction prenant la valeur 0 sur les irrationnels, 1 sur les rationnels, n'était pas intégrable au sens de Riemann, car sa somme inférieure était toujours 0 et sa somme supérieure toujours égale à 1. Pour résoudre cette difficulté, Lebesgue introduit une idée différente de celle de Riemann. À la place de considérer une partition dans l'axe des x, Lebesgue considère une partition dans l'axe des y, c'est-à-dire parmi les valeurs de la fonction f. L'idée de Lebesgue est celle de construire une somme analogue à celle de Riemann, mais en utilisant les valeurs des y, c'est-à-dire les valeurs de la fonction. Chaque valeur serait pondérée par un nombre m qui dépendrait de l'ensemble des x pour lesquels la valeur d'f tombe dans l'intervalle yi-1, yi. Ce nombre m serait la mesure de Lebesgue. Par exemple, pour un intervalle xi-1, xi, la mesure serait simplement xi moins xi-1. L'idée de Lebesgue s'appuie sur les travaux de Borel. Dans toute sa généralité, la notion de mesure est abstraite. Une mesure est une fonction positive qui est énumérablement additive, c'est-à-dire qu'elle a
valeur sous une réunion dénombrable d'ensemble disjoint est la somme des valeurs pour chacun des éléments est telle que la mesure de l'ensemble vide est vide. L'apport de Borel est l'idée selon laquelle nous n'avons pas à définir la mesure sous l'ensemble des sous-ensembles de oméga. Nous pouvons les définir à l'aide d'une sigma algèbre. Une sigma algèbre est un ensemble des sous-ensembles d'oméga tel que oméga appartient à la sigma algèbre. Si un élément A appartient à la sigma algèbre, alors son complément oméga moins A est lui aussi un élément de la sigma algèbre et que la réunion dénombrable d'éléments de la sigma algèbre est elle aussi un élément de la sigma algèbre. Un exemple élémentaire de sigma algèbre est l'ensemble des parties d'oméga, l'ensemble des sous-ensembles d'oméga. Un autre exemple de sigma algèbre est fourni par les réunions et intersections des pavés contenus dans oméga. L'idée de Borel est celle de définir la mesure sur les éléments de la sigma algèbre. On pourrait les choisir de manière à avoir une définition simple. Par exemple, la mesure de Lebesgue est définie sur les pavés, les réunions des pavés et intersections des pavés. On étend alors cette définition à l'aide des travaux de Jordan. On définit la mesure externe comme étant les minimums des mesures des ensembles de la sigma algèbre qui sont extérieurs à S, c'est-à-dire tous les éléments de la sigma algèbre qui contiennent S. On définit la mesure interne comme étant les maximums de la mesure des éléments de sigma algèbre contenus dans S. Lorsque ces deux valeurs coïncident, on dit que S est mesurable et leur valeur commune est la mesure de S. Le travail de Lebesgue permet de résoudre la difficulté énoncée à tout à l'heure. Dans la théorie de Lebesgue, les pavés sont mesurables. Les réunions et les intersections des familles des pavés sont elles aussi mesurables. La fonction f définie par 0 sur les irrationnels et 1 sur rationnel a une intégrale nulle. Cependant, l'aventure de la théorie de la mesure et de l'intégration n'est pas encore finie. En effet, tout ce que nous avons présenté est basé sur l'axiome de choix. Comme nous avons vu, l'axiome de choix engendre des difficultés. En outre, il existe des ensembles non mesurables. On peut voir ça, par exemple, à l'aide de l'ensemble des Vitali. Ces éléments nous incitent à rester vigilants. Notre connaissance sur l'intégration et la mesure reste encore perfectible. Et qui sait les développements qui nous seront donnés à l'avenir. Merci, au revoir.